Salut à tous, et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo consacrée à Tainting Grail, roi de la ruine. Dans la première vidéo, on a installé le décor. On a compris comment fonctionne la campagne, comment s'articule une journée, comment le monde se déploie à travers les lieux et le journal d'exploration. Bref, on a posé le cadre. Mais aujourd'hui, on va entrer dans quelque chose de beaucoup plus fondamental. Parce que Tainting Grail, ce n'est pas seulement un jeu narratif, c'est un système dense, structuré, presque méthodique. Un jeu où chaque mécanique a une conséquence, où chaque piste influence une autre, où la progression est cadrée, où la survie dépend de votre compréhension des règles. Dans cette vidéo, on va parler des fondations mécaniques du jeu. Caractéristiques et la progression du personnage, la gestion de l'énergie, la santé, la terreur, la mort, la folie, les ressources, les secrets, les quêtes, les événements, les gardiens et les pierres de passage. Bref, tout ce qui fait que le jeu ne repose pas seulement sur une ambiance, mais sur une structure solide. On va essayer de comprendre comment toutes les mécaniques s'articulent entre elles, comment la santé influence votre énergie, comment le temps est impliqué dans la campagne, comment les choix de progression sont de plus en plus coûteux, comment le monde évolue, même si vous restez passif. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vision claire de comment fonctionne Tainting Grail. Et dans la troisième et dernière partie, on plongera dans le cœur du système, avec le combat et la diplomatie. On quitte donc l'ambiance pour entrer dans la mécanique, on ouvre le moteur, on regarde comment Avalon fonctionne de l'intérieur. Allez, on va voir comment ça se passe. Dans cette deuxième partie, on va quitter l'installation générale du jeu pour entrer dans son fonctionnement concret. Ici, on va parler des règles de base, celles qui vont réellement impacter chacune de vos décisions autour de la table. On va voir ensemble comment fonctionnent les caractéristiques et la progression du personnage, comment gérer l'énergie, la santé et la terreur, ce qu'implique la mort et la folie, comment sont structurées les rencontres, comment fonctionnent les quêtes, les événements ainsi que le passage du temps, la gestion des objets, des secrets, des ressources, le rôle des gardiens et des pierres de passage, et enfin, comment sauvegarder correctement votre campagne. L'objectif aujourd'hui est simple, comprendre toute la structure mécanique qui soutient l'expérience. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vision claire de la manière dont le jeu fonctionne au quotidien. Dans la prochaine partie, on plongera dans le cœur stratégique, le système de combat et de diplomatie. Là où tout ce qu'on voit aujourd'hui prend réellement sens. Installez-vous, on entre dans les rouages d'Avalon. Au fur et à mesure de la vidéo, beaucoup de choses vont bouger pour que je puisse vous montrer différents exemples. Donc vous avez déjà vu la mise en place, il y aura un petit i qui apparaîtra si vous voulez aller voir la première vidéo sur Tainting Grail, roi de la ruine. Donc tout va bouger, comme ça je pourrai vous montrer plus facilement certaines choses. Dans Tainting Grail, votre personnage est défini par 6 caractéristiques de base. Elles sont organisées en 3 paires opposées. Agression et empathie, courage, prudence, pragmatisme, spiritualité. Ces caractéristiques interviennent lors de diverses rencontres. Elles peuvent également influencer les événements d'histoire et ouvrir des solutions différentes lorsque vous explorez un lieu. Dès qu'une caractéristique atteint une valeur de 2, vous avez la possibilité d'obtenir une compétence spéciale associée. Un petit peu comme ceci par exemple. Vous voyez, elle correspond et il y a 2 d'agression. L'expérience ou XP est le principal moteur de progression de votre personnage. À chaque crépuscule, vous pouvez dépenser des points d'XP pour augmenter vos caractéristiques, ajouter de nouvelles cartes combat ou diplomatie à vos paquets ou acquérir des compétences. Des caractéristiques élevées améliorent vos performances en combat et en diplomatie. Elles interviennent aussi lors de l'exploration. Cependant, les coûts d'augmentation sont exponentiels. Il est donc impossible d'atteindre la valeur maximale dans toutes les caractéristiques. La valeur actuelle de vos caractéristiques est indiquée par des marqueurs rouges placés sur votre plateau. Au début du jeu, vous disposez de 2 cases pour chaque caractéristique. Leur valeur maximale est donc de 2. Pour dépasser cette limite, vous devez d'abord acquérir une compétence correspondante. Chaque pion compétence ajoute une case supplémentaire à la caractéristique associée. Comme par exemple la G2, je pourrais prendre cette compétence associée et ici il y aura un 3e espace. Le coût pour augmenter une caractéristique dépend de la valeur totale de la paire à laquelle elle est appliquée. Le coût est de 2 XP plus 1 XP pour chaque point déjà présent dans la partie. Si vous avez 0 et 0 dans une paire, augmentez l'une des 2 caractéristiques ou 2. Si vous avez 0 et 1 dans une paire, augmentez l'autre ou 3. Si vous avez 2 et 0, augmenter la caractéristique à 3 coûte 4 points et nécessite d'avoir débloqué une case supplémentaire via une compétence. Lorsque l'une de vos caractéristiques atteint son maximum actuel, vous pouvez acquérir une compétence du même type. Pour cela, vous payez le coût en XP approprié, puis vous consultez vos pions compétences personnelles portant le symbole correspondant. En effet, chaque personnage possède des pions compétences particuliers. Vous choisissez un pion et l'attachez au bord associé de votre plateau personnage. Chaque pion compétence possède 2 faces, recto et verso, proposant 2 compétences différentes qui s'excluent mutuellement. Lorsque vous gagnez une compétence, vous choisissez une face et vous renoncez définitivement à l'autre. Le coût d'acquisition dépend du nombre total de compétences déjà acquises dans la paire correspondante. Le coût est de 4 XP,
plus 4 XP pour chaque compétence déjà présente dans cette paire. Par exemple, acquérir une compétence alors que vous avez déjà une compétence ici et une compétence là, ça ferait 4 et 4, 8. En acquérir une nouvelle dans cette même paire coûterait 12. Améliorer vos paquets est le principal moyen d'obtenir de nouvelles cartes et de renforcer vos capacités en combat ainsi qu'en diplomatie. Pour améliorer un paquet, vous payez 2 points d'expérience. Vous choisissez ensuite la réserve de progression combat, soit la réserve de diplomatie. Vous avez mis de côté, au début, avec les intercalaires pour facilement les retrouver. Ce sont les cartes avec le A que vous avez mis de côté au début de la partie. Combat ainsi que diplomatie. Ensuite, vous piochez 3 cartes dans la réserve choisie, vous en sélectionnez une que vous mélangez dans votre paquet. Les 2 autres retournent dans la réserve. Lors du crépuscule, vous pouvez également ajouter ou retirer des cartes de vos paquets. Les cartes retirées ne retournent pas dans la réserve, elles sont simplement mises de côté. Chaque paquet doit contenir au minimum 10 cartes. Lors de la mise en place, vous allez constituer vos réserves de progression avec toutes les cartes avancées, c'est-à-dire celles marquées de la lettre A. C'est dans ces réserves que vous cherchez de nouvelles cartes tout au long de la campagne. Voilà pour le système de caractéristiques. On voit ici que la montée en puissance est encadrée, structurée et surtout limitée par des coûts croissants. En Tainted Grail, progresser demande des choix. Chaque choix implique un renoncement. Sur votre plateau, 3 pistes sont absolument essentielles. Elles seront affectées par presque toutes les actions que vous allez entreprendre. Énergie, santé, ainsi que terreur. L'énergie représente votre endurance. C'est une ressource que vous récupérez quotidiennement. La plupart des activités du jeu consomment de l'énergie. Voyager, explorer et agir, tout épuise votre personnage. Mais l'énergie ne dépend pas uniquement de vos actions. Les blessures et les tourments que vous subissez vont également limiter votre capacité à agir. Lorsque vous êtes affaibli, vous faites moins de choses que lorsque vous êtes reposé et en bonne santé. La dernière case de la piste énergie est rouge. Si votre marqueur atteint cette case, vous êtes épuisé. Dans cet état, vos performances sont affectées négativement et vous récupérez moins d'énergie lors du crépuscule. Malgré cela, s'épuiser sera parfois nécessaire pour éviter une conséquence plus grave. La santé, quant à elle, représente votre condition physique. Si votre santé tombe à 0, vous êtes mourant. Un marqueur spécial en forme de L est utilisé pour indiquer votre niveau de santé actuel sur la piste d'énergie. Le marqueur d'énergie ne peut jamais dépasser la limite imposée par votre niveau de santé. Vous voyez, vous le mettez comme ça. Autrement dit, plus vous êtes blessé, plus votre capacité à agir est restreinte. La terreur, quant à elle, représente vos troubles mentaux, le stress et la folie. Si votre marqueur terreur atteint une case rouge, en haut de la piste, vous devenez fou, et cela a des conséquences immédiates. Si à n'importe quel moment votre santé tombe à 0, vous attachez immédiatement la carte « Vous êtes mourant » à votre plateau. Vous retirez aussitôt la rencontre en cours. Si vous jouez en solo, utilisez la version solo de cette carte. Si vous jouez à plusieurs, vous utilisez la version coopérative. À ce moment-là, vous ne résolvez aucun effet supplémentaire. Pas d'attaque d'ennemis, pas de réponse, pas de conclusion. Si vous êtes le dernier personnage impliqué dans la rencontre, celle-ci est défaussée, sauf s'il s'agit d'un gardien. En termes de règles, cela signifie que la rencontre est perdue. Vous appliquez ensuite toutes les règles supplémentaires indiquées sur la carte mourant. Si cet état survient pendant une exploration, celle-ci continue. À partir de ce moment, chaque action pourra être la dernière. L'état où vous êtes mourant vous laisse un court délai pour récupérer, mais si vous tardez trop, la mort devient inévitable. Lorsque votre personnage est à 0 de santé, qu'il remplit certains critères indiqués sur la carte, vous êtes mourant et il meurt. Si votre personnage meurt et que vous ne possédez pas l'une des cartes secrets, 6, 8 ou 9, la partie se termine pour tous les joueurs. Si vous souhaitez continuer, vous pouvez redémarrer la campagne depuis la mise en place. À certains moments de la campagne, des forces supérieures peuvent influencer le destin des personnages. Si votre personnage meurt et que vous possédez l'une des cartes secrètes 6, 8 ou 9, vous devez consulter la section mort des règles secrètes. Ce sont des règles qui, à la fin du livret de règles, que je n'aborderai pas. Si votre marqueur terreur atteint les cases rouges en haut de la piste, vous attachez la carte, vous êtes fou à votre plateau. Suivez immédiatement ces instructions. Cet état vous fait paniquer pendant les rencontres. Il rend également l'exploration et le voyage plus difficile. On voit ici que Tainted Grail ne traite pas la survie comme un simple compteur de points de vie. La fatigue limite vos actions, les blessures restreignent votre énergie, et la terreur altère vos capacités mentales. La pression est constante, et chaque erreur peut vous rapprocher dangereusement du point de non-retour. Dans Tainted Grail, la défausse ne fonctionne pas toujours comme dans un jeu classique. La plupart des cartes ne possèdent pas de pile de défausse permanente. Lorsque vous devez vous défausser d'un événement aléatoire, d'une rencontre ou d'une carte objet, la carte est replacée au bas de son paquet d'origine. Si vous devez défausser un lieu ou un secret, vous remettez cette carte dans son paquet en respectant l'ordre numérique. Les cartes combat et diplomatie défaussées pendant la rencontre sont placées dans des piles de défausse séparées. À la fin de la rencontre, toutes les cartes combat et diplomatie sont mélangées dans leurs paquets respectifs. Lorsque vous défaussez un événement d'histoire ou un événement spécial, ou après avoir résolu une rencontre qui ne faisait pas partie du paquet de rencontres préparé, la carte est rangée directement dans la boîte. Il arrive que le jeu vous demande de retirer une carte du jeu au lieu de défausser.
Dans ce cas, la carte est placée dans la boîte derrière l'intercalaire retiré du jeu correspondant à sa taille. Une carte retirée ne fait plus partie de la campagne. Elle ne peut plus revenir en jeu, sauf si un effet spécifique vous autorise explicitement à la récupérer. Cette distinction est importante. Défausser signifie que la carte peut revenir plus tard. Retirer du jeu signifie qu'elle disparaît de la campagne. Dans Tintin Grail, chaque carte retirée peut représenter un choix définitif ou une conséquence irréversible. Il existe 3 types de rencontres dans le jeu, identifiables par la couleur de leur dos. Le paquet bleu est principalement utilisé lorsque vous visitez des communautés. Il contient diverses situations ainsi que des défis diplomatiques et personnels. Le paquet vert regroupe des menaces naturelles, animaux, créatures légendaires, brigands ou voyageurs errants. De nombreuses rencontres vertes permettent de gagner de la nourriture lorsqu'elles sont vaincues. Le paquet violet contient des épreuves mystérieuses et surnaturelles. Leurs effets sont à découvrir en jeu. Chaque paquet est divisé en 4 niveaux de difficulté. Au fil de la progression dans la campagne, le jeu vous indiquera quand ajouter ou retirer des cartes pour augmenter la difficulté. Les paquets rencontres sont préparés lors de la mise en place de chaque chapitre. Ils ne doivent contenir que des cartes correspondant à la difficulté indiquée. Cela implique parfois de retirer certaines rencontres pour les ranger dans la boîte et d'en ajouter d'autres. Les cartes secrets ajoutées au paquet rencontres font également partie de cette préparation. Lorsque vous êtes invité à résoudre une rencontre, commencez immédiatement un combat ou une diplomatie selon le type de carte. Certaines cartes rencontres comportent des règles spécifiques et ne sont pas résolues avec les paquets diplomatie et combat. À la fin d'une rencontre, si elle a été piochée dans un paquet rencontre, placez-la au bas du paquet. Si elle provient de la boîte ou du paquet secret, remettez-la à son emplacement d'origine. Il peut arriver que le jeu vous demande de chercher une rencontre précise. Dans ce cas, vous la trouverez dans les paquets rencontres ou dans la boîte selon la difficulté du chapitre. Il est possible que la rencontre recherchée soit déjà en jeu sous forme de gardien. Si c'est le cas, retirez ce gardien du lieu où il se trouve et résolvez la rencontre normalement. La rencontre secrète se trouve dans le paquet secret. Si une carte n'y est plus, c'est qu'elle a déjà été ajoutée à un paquet rencontre. N'oubliez pas que si vous ne savez plus où aller ni quoi faire, n'hésitez pas à relire vos quêtes. Terminer un chapitre ou une partie de chapitre n'a pas d'effet immédiat. Cela met fin à votre journée et ne soigne pas les personnages. Les récompenses et effets éventuels sont indiqués dans les instructions qui ont mis fin au chapitre. Une fois le chapitre terminé, vous pouvez sauvegarder la partie ou la poursuivre. Les événements sont le principal moteur de progression de l'histoire. Au début de la partie, vous constituez un parquet événements. Initialement, il contient des cartes événements d'histoire et des cartes quêtes. Au fil de la partie, des cartes événements aléatoires peuvent y être ajoutées. À chaque hub, vous défaussez toutes les cartes non liées à une quête dans la zone d'événements actifs, puis vous piochez une carte du dessus du paquet événements. Les cartes de mise en place du chapitre fournissent des informations nécessaires pour préparer les rencontres, les événements et les étapes spécifiques au chapitre. Une fois résolues, elles sont retirées de la partie. Le paquet événements contient les éléments du chapitre en cours, ainsi que les événements spéciaux et aléatoires ajoutés en cours de partie. Les cartes événements d'histoire font progresser le récit ou interagissent avec le paquet événements. Les cartes quêtes constituent la trame principale de l'histoire. Ce sont des missions importantes de longue durée qui mènent vers la fin du chapitre et permettent de progresser dans la campagne. Elles sont toujours incluses parmi les événements et sont reconnaissables à leur disposition spécifique et à leur symbole. Le paquet événements aléatoires contient toutes les cartes événements aléatoires non utilisées. Pendant la partie, certaines cartes de ce paquet peuvent être placées sur le dessus du paquet événements. Les événements aléatoires introduisent des effets uniques ou des règles affectant la partie pour la journée en cours. Un petit exemple pour que ce soit clair. Ne tenez pas compte des cartes mises, c'est juste pour vous expliquer la disposition. Ici, vous avez la mise en place du chapitre. Ici, vous aurez le paquet événements. Ici, vous mettez les événements d'histoire. Ici, carte quête. Ici, le paquet d'événements aléatoires. Et ici, l'événement aléatoire. Les quêtes représentent la trame principale de l'histoire. Chaque carte est composée de plusieurs éléments. Un titre, chapitre et partie. C'est l'indication du chapitre et de la partie nécessaire pour préparer le paquet correctement. Ici, la description narrative qui explique la situation. Et enfin, la quête elle-même qui précise ce que vous devez accomplir pour faire progresser l'histoire. Une règle essentielle, ne défaussez jamais une carte comportant une quête tant que le jeu ne vous l'indique pas explicitement. Les quêtes restent en jeu jusqu'à leur résolution. En dehors des quêtes principales, vous rencontrerez de nombreux indices. Les indices représentent des missions secondaires ou des pistes que vous pouvez choisir de suivre. Les poursuivre et sont bénéfiques et enrichissent votre compréhension du monde. Cependant, il est possible de terminer le jeu sans les résoudre. Les indices ne disposent pas de cartes dédiées ni de conditions de fin définies. Ils fonctionnent comme des panneaux indicateurs, vous orientant vers des lieux ou des histoires potentiellement intéressantes. Contrairement aux quêtes, ils ne sont pas liés au chapitre en cours. Ils peuvent être terminés à tout moment tant que vos actions ne modifient pas de manière irréversible la carte lieu concernée. De nombreuses quêtes et tâches optionnelles utilisent des marqueurs de quête pour suivre leur progression. Contrairement à d'autres marqueurs, les marqueurs quêtes ne sont pas retirés à l'aube. Certaines rencontres peuvent également utiliser ces marqueurs. Les marqueurs quêtes, ce sont ceux-là. Les gardiens sont des rencontres errantes spéciales. Ils se déplacent sur la zone de jeu et empêchent le personnage d'interagir normalement avec les lieux. Parfois, ils peuvent déclencher un combat ou une diplomatie. Ils peuvent également faire s'estomper les pierres de passage. Certains gardiens sont placés par des événements ou des entrées du journal. D'autres apparaissent lorsque vous piochez leur carte de rencontre et que vous échouez à les vaincre. Lorsque vous ne parvenez pas à vaincre un gardien, placez sa silhouette dans le lieu où la rencontre a été déclenchée.
Sa carte de rencontre reste visible près de la zone de jeu pour être utilisée lors d'une future résolution. À chaque hub, vous lancez le dé gardien, pour chaque gardien présent sur la table, puis vous appliquez l'effet. Si le résultat indique un point cardinal, vous déplacez le gardien dans le lieu relié correspondant. S'il n'y a aucun lieu dans cette direction, déplacez-le vers le lieu relié portant le numéro le plus élevé. W, c'est pour l'ouest. Si le résultat indique un X, résolvez la première option applicable. Si le gardien se trouve dans un lieu occupé par au moins un personnage, une rencontre est immédiatement déclenchée avec les personnages présents en groupe. S'il se trouve dans un lieu comportant une pierre de passage, estompez-la. S'il y en a plusieurs, commencez par celle touchant le lieu portant le numéro le plus bas. Sinon, déplacez le gardien vers un lieu relié portant le numéro le plus élevé. Tant qu'un gardien est présent dans un lieu, les personnages ne peuvent pas effectuer d'actions d'exploration ni d'actions de lieu. En revanche, les explorations forcées provoquées par un effet prennent toujours effet. Pour retirer un gardien d'un lieu, vous devez remporter la rencontre. Pour commencer cette rencontre, vous devez effectuer l'action défier un gardien. La structure est en place, la progression est claire, les dangers sont identifiés. Dans Tainting Grail, les cartes d'objets sont réparties en 6 paquets. 5 paquets sont marqués de A à E. Le paquet A contient les objets les plus modestes, le paquet E, les objets les plus puissants. Au fil de la campagne, vous aurez accès à des objets de plus en plus efficaces. Les paquets C et D sont de même niveau, mais ne proviennent pas de la même région et possèdent des capacités différentes. Le 6e paquet, intitulé Consommable, regroupe des cartes à usage unique. Tous les paquets ne sont pas disponibles en même temps. Le jeu vous indique lesquels doivent être placés sur la table. Certains objets comportent des mots-clés, armes, armures, boucliers, reliques. Vous pouvez posséder autant d'objets que vous le souhaitez. En revanche, vous ne pouvez jamais utiliser plus d'un objet ou d'un secret possédant le même mot-clé en même temps. Les seules exceptions concernent les mots-clés personnels et globales. Les objets non utilisés doivent être placés face cachée. Si vous possédez plusieurs objets ou secrets partageant le même mot-clé, vous pouvez, avant toute action pendant la journée, décider lequel vous utilisez en retournant les autres face cachée. Ce changement est impossible pendant une action, une rencontre ou au cours de la résolution d'un effet. Si vous gagnez un nouvel objet ou secret partageant un mot-clé déjà actif, vous devez immédiatement choisir lequel reste actif, même si cela se produit en pleine action. Certains objets ou secrets ne peuvent être utilisés qu'une seule fois par jour. Les retourner ou les échanger ne permet pas de les réutiliser au cours du même jour. Un effet peut vous demander de gagner un objet d'un paquet spécifique. Dans ce cas, vous piochez la carte du dessus du paquet indiqué. Gagner un consommable, vous piochez la carte du dessus du paquet. Gagner un objet du paquet le plus bas ou le plus élevé disponible. Vous piochez alors la carte du dessus du paquet correspondant actuellement placé sur la table. Le paquet consommable n'est pas pris en compte. De fausser un objet, vous choisissez un objet en possession, actif ou non, et vous le placez au bas du paquet correspondant. Si le paquet est épuisé, vous ne piochez pas dans le suivant. Vous ignorez simplement la récompense. Il peut arriver que vous gagnez un objet provenant d'un paquet qui n'est pas sur la table. Dans ce cas, piochez une carte aléatoire directement dans la boîte. Les armes et les armures sont fréquemment utilisées en combat et diplomatie. Sauf indication contraire sur la carte, vous pouvez utiliser un objet à tout moment de votre activation. Contrairement aux cartes combat et diplomatie, vous êtes libre de choisir d'utiliser ou non l'effet d'un objet. Un objet n'est jamais activé automatiquement. Sauf mention contraire, les effets d'un objet ne s'appliquent qu'à son propriétaire. Certains effets peuvent être utilisés à différents moments d'une attaque, y compris face à des effets qui ciblent tous les membres d'un groupe. En revanche, certains effets ne peuvent être utilisés que pendant l'activation du propriétaire. Certains objets vous demandent de retourner leurs cartes lorsqu'elles sont utilisées. Dans ce cas, retournez la carte face cachée. À la fin du combat ou de la diplomatie, n'oubliez pas de leur mettre face visible. Certaines cartes secrets partagent des mots-clés avec des objets, comme armes ou reliques. Ces secrets sont comptabilisés dans la limite des cartes actives portant le même mot-clé. Il est donc impossible d'utiliser simultanément un objet et un secret partageant le même mot-clé. Les personnages peuvent échanger librement leur objet, lorsqu'ils se trouvent dans le même lieu et qu'ils ne sont pas engagés dans une action. Les objets apportent une couche supplémentaire de personnalisation et de stratégie. Ils renforcent votre style de jeu, mais restent soumis à des restrictions précises. Dans Tainting Grail, même l'équipement obéit à des règles strictes, et chaque choix d'activation peut faire la différence. Les cartes lieux représentent les différentes régions d'Avalon que vous allez explorer au cours de votre campagne. Ce sont des cartes au grand format qui structurent physiquement le monde autour de la table. Chaque lieu comporte plusieurs éléments importants. Ici, vous avez le nom du lieu, puis son numéro, ainsi qu'un indicateur indiquant s'il est sur sa face dégagée ou sur sa face weird. Le numéro envoie directement à la section correspondante dans le journal d'exploration. Certains lieux possèdent une lettre à côté de leur numéro. Il s'agit alors d'une variante d'un lieu standard. Le remplacement peut intervenir suite à des actions, des événements ou des circonstances spécifiques. Chaque lieu peut être placé soit sur sa face dégagée, soit sur sa face weird. Une carte lieu possède différents symboles. Le symbole vision indique que si des personnages terminent leur journée dans ce lieu, ils peuvent vivre des visions prophétiques pendant leur crépuscule. Ce symbole-là, c'est le symbole communauté. Il indique la présence d'une communauté. Vous avez un symbole rituel qui interagit avec divers effets au cours de la partie. Cela sera révélé au cours de la campagne. Ici, nous avons l'action de lieu. Chaque lieu peut proposer une action spécifique. Cette action ne peut être effectuée que s'il n'y a pas de gardien présent dans ce lieu. Ici ou là, ce symbole, c'est un effet immédiat. Cet effet s'applique chaque fois que les personnages entrent dans le lieu. Il s'applique même si un gardien est présent. Il s'applique également si l'effet implique une exploration. Ici,
Ce sont les cases de pierre de passage. Chaque lieu comporte un emplacement destiné à recevoir une figurine de pierre de passage. Une case de pierre de passage est partagée entre 4 cartes lieux voisines. Cela signifie qu'une seule pierre peut couvrir jusqu'à 4 lieux en même temps. Ici, c'est la description du lieu. Chaque carte présente également une brève description. Elle donne souvent des indices sur l'endroit et peut orienter vos décisions d'exploration. Ici, les clés de direction. Elles indiquent les numéros des lieux reliés. Elles servent à révéler et attacher de nouveaux lieux lorsque vous voyagez. Les lieux avec ce symbole. Certains lieux possèdent un ou plusieurs symboles spécifiques à côté de leur action ou de leur effet. Tant que le lieu ne contient pas de marqueur correspondant, vous pouvez effectuer normalement l'action ou résoudre l'effet. Et si vous le faites, vous devez ensuite placer un nombre de marqueurs égal au nombre de symboles affichés. Cela indique que cette action ou cet effet ne sera plus disponible pendant ce même nombre de jours. Lorsque vous découvrez un nouveau lieu, vous l'attachez via les clés de direction. La présence d'une pierre de passage détermine si le lieu est placé sur sa face dégagée ou sa face weird. Si le lieu correspondant au numéro indiqué n'est plus disponible, vous utilisez la variante portant la lettre suivante en commençant par B. Lorsque vous retournez une carte lieu, vous ne retirez aucun élément présent dessus. Les figurines, les pierres de passage, les silhouettes, les marqueurs et les cartes restent en place. En revanche, si le jeu vous demande de remplacer un lieu par un autre, tous les marqueurs de l'ancien sont défaussés. Les cartes, figurines et silhouettes sont conservées. Si le nouveau lieu possède un effet immédiat, ne le résolvez pas. Il ne s'applique que lorsque les personnages entrent dans ce lieu. Un lieu placé face weird fonctionne comme un lieu normal avec 2 différences. Vous ne pouvez pas effectuer d'action d'exploration dans un lieu weird. Et pendant le crépuscule, les personnages présents dans un lieu weird perdent 2 points de santé et gagnent 2 points de terreur. Dès qu'un lieu weird possède une pierre de passage dans l'un de ses coins, il est immédiatement retourné face dégagée. À l'aube, tout lieu dégagé dépourvu de pierre de passage doit retourner face weird. Certains effets vous demandent de placer votre personnage dans un lieu spécifique. Ce déplacement spécial ne compte pas comme un voyage, il ne coûte pas d'énergie, il est instantané. Cependant, il respecte les autres règles de voyage. Les effets immédiats sont résolus et les nouveaux lieux peuvent être révélés. Les lieux sont le cœur physique d'Avalon, ils évoluent, se transforment, ils basculent entre dégagé et weird. Et comprendre leur fonctionnement est essentiel. Vous avez également ces marqueurs dans le jeu, ce sont les marqueurs universels violets. Un marqueur violet équivaut à 5 marqueurs rouges. Vous pouvez les utiliser pour comptabiliser vos ressources ou vos valeurs actuelles liées au potentiel de combat. Les marqueurs universels quête et temps ne sont pas limités en quantité. Si vous n'en avez plus assez, vous pouvez les remplacer par un objet approprié. Au cours de la campagne, les personnages manipulent 4 types de ressources. À cet endroit-là, chaque personnage dispose de 4 emplacements sur son plateau pour les indiquer à l'aide de marqueurs universels. Un personnage peut transporter jusqu'à 20 ressources de chaque type. L'expérience est la seule ressource sans limite. Si vous dépassez 20 unités d'une ressource, l'excédent doit être immédiatement confié à notre personnage présent dans le même lieu ou être défaussé. La nourriture représente les provisions nécessaires pour survivre. Elle peut être consommée lors de l'étape récupérée du crépuscule. La richesse représente l'or, les joyaux et autres biens utiles pour acheter de l'équipement ou des objets indispensables. La magie est une ressource surnaturelle. Elle intervient dans certaines rencontres et est généralement nécessaire pour activer les pierres de passage. L'expérience permet d'augmenter vos caractéristiques, d'acquérir des compétences, d'ajouter de nouvelles cartes. Contrairement aux autres ressources, elle est gagnée par tous les personnages en même temps, à l'exception des quêtes personnelles. La nourriture et la richesse peuvent être échangées entre personnages situés dans un même lieu et non engagés dans une action. L'expérience et la magie ne peuvent pas être échangées. En revanche, vous pouvez payer de la magie pour le compte d'un membre de votre groupe. La partie peut être sauvegardée à presque n'importe quel moment de la journée, tant qu'aucun personnage n'est engagé dans une action. Il est toutefois conseillé de sauvegarder au début d'une journée. Au cours de la campagne, certains moments recommandent explicitement une sauvegarde, notamment entre les chapitres ou après des événements importants. Le jeu est en monde ouvert, la durée entre 2 points de sauvegarde recommandés peut varier. Vous pouvez donc sauvegarder quand vous le souhaitez. Chaque personnage doit enregistrer l'état de son personnage. Il choisit un schéma de plateau sur la fiche de sauvegarde, que vous voyez ici. Il note ensuite ses caractéristiques, en indiquant les numéros uniques des compétences acquises, ses ressources, son énergie, sa santé et sa terreur. Tous les marqueurs sont retirés du plateau et rangés. Dans un compartiment de sauvegarde, vous placez les cartes, combat et diplomatie, la réserve de progression, les objets et secrets, les compétences acquises, les séparateurs de réserve. Vous pouvez noter toute information supplémentaire jugée importante. Le chroniqueur ou notre joueur enregistre l'état du monde. Il note la position des pierres de passage, des silhouettes, de gardiens, de compagnons et du roi de la ruine si présent. Il note les lieux contenant des marqueurs, les figurines et marqueurs sont rangés. Les lieux révélés, cartes références sont placées dans la boîte de sauvegarde du monde sans être retournés. Les gardiens actifs, paquets de rencontres et cartes secrets actives sont rangés dans les compartiments respectifs. Le paquet événements ainsi que les événements et quêtes actives sont stockés sans être retournés. Les paquets objets et petits secrets sont rangés dans le compartiment, le reste du matériel retourne dans la boîte principale. Pour charger une partie, il suffit d'inverser le processus. Les cartes secrets petit format représentent des objets ou des pouvoirs liés à l'histoire. Elles ne font jamais partie des paquets objets, elles ne peuvent être perdues ou vendues que si une règle le demande explicitement. Elles ne sont pas concernées par la limitation du nombre d'objets possédés. Si un effet vous demande de défausser des objets, les secrets ne sont pas pris en compte, même s'ils possèdent un mot-clé d'objet. Les joueurs peuvent changer leurs cartes secrètes tant qu'ils sont dans le même lieu et non engagés dans une action. 2 mots-clés spécifiques existent. Personnel, ces secrets ne peuvent jamais être échangés ou transférés, sauf indication contraire. Global, ne sont pas liés à un personnage précis et sont placés au centre de la zone de jeu. Leur effet s'applique à tous. Seuls les secrets dotés de mots-clés associés aux objets peuvent être inactifs ou face cachée. Les autres doivent toujours rester face visible.
Si le jeu demande si un personnage possède un secret, cela inclut les secrets actifs et inactifs. Les cartes secrets au format standard sont identifiées par leur numéro situé sur le recto. Pour en trouver une, consultez uniquement le numéro à gauche. La carte placée au-dessus du paquet permet d'éviter de révéler certaines informations. Ce paquet contient différents types de cartes, combats, diplomatie, rencontres, événements et bien d'autres choses. Le jeu indique quand les prendre et quand les remettre. Dans la majorité des cas, elles sont renvoyées dans le paquet secret lorsqu'elles ne sont plus utilisées. Certaines, comme les cartes combat, restent dans votre paquet jusqu'à ce que le jeu demande leur retrait. Les compétences sont un moyen direct de faire progresser votre personnage. Chaque compétence apporte 2 éléments, une capacité supplémentaire et une case de caractéristiques supplémentaires. Chaque personnage possède sa propre réserve de pions. Chaque compétence est associée à une caractéristique précise. Au cours de la campagne, lorsque vous voyagez, accomplissez des quêtes ou résolvez certaines tâches, le jeu vous demande souvent de cocher ou de vérifier un statut sur la fiche. Les statuts sont des déclencheurs narratifs. Ils représentent l'impact durable des personnages sur le monde. Un statut inscrit sur la fiche de sauvegarde s'applique à l'ensemble des personnages. Au verso de la fiche de statut figurent des statuts appelés le temps passe, correspondant à chaque chapitre. Dans Tainted Grail, le temps évolue naturellement à mesure que les personnages voyagent. Cela peut ouvrir des possibilités, mais aussi enfermer d'autres, parfois définitivement. Lorsque le jeu vous invite à cocher un statut le temps passe, trouvez celui correspondant au chapitre en cours et cochez la première case vide dans le sens horaire. Il est normal d'en cocher quelques-unes, ce n'est pas forcément un problème. Si vous en cochez trop, cela peut avoir des conséquences sur la partie. En avalon, lorsqu'une pierre de passage s'estompe, les régions entières de l'île sont englouties par l'énergie primordiale du Weird. Seuls subsistent des poches de réalité autour de pierres de passage encore actives ou d'autres reliques de pouvoir. À l'aube de chaque jour, toutes les cartes lieux dégagées qui disposent plus d'une pierre de passage sont retournées phase Weird. Pour activer une pierre de passage, les personnages doivent effectuer l'action correspondante. Cela permet de retourner tous les lieux reliés à cette pierre. Certains événements ou effets peuvent faire s'estomper une pierre de passage. Si cela se produit, trouvez la pierre mentionnée par l'effet et retirez-la du jeu. Les gardiens, par exemple, vont s'estomper les pierres du lieu où ils se trouvent. Retirer une pierre ne provoque pas automatiquement le retournement immédiat des lieux. Le retournement éventuel interviendra selon les règles habituelles, notamment à l'aube. Avec les compétences, le statut, le passage du temps et les pierres de passage, nous avons désormais couvert l'ensemble des règles fondamentales du jeu. La structure est complète. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans le système de combat du diplomatie, le cœur stratégique. Là où la tension devient mécanique, où chaque carte jouée peut décider de votre destin. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre le fonctionnement du jeu, pensez à laisser un like. Ce type de contenu demande de la préparation et votre soutien permet à la chaîne de continuer à proposer des explications de ce genre. Si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. La prochaine vidéo sera consacrée, comme je vous disais, au système de combat et de diplomatie. Dites-moi en commentaire, quelle partie des règles vous semble la plus exigeante jusqu'ici? La gestion des ressources, passage du temps, la progression des personnages. Je lis toujours vos retours, et ça m'aide à ajuster les prochaines explications. Donc voilà, nous venons de parcourir l'ensemble des règles de base de Tainted Grail, Roi de la Ruine, et à ce stade, on commence à voir apparaître les véritables architectures du jeu. Ce que nous avons détaillé aujourd'hui ne sont pas simplement des règles techniques, ce sont les piliers qui soutiennent toute l'expérience. Les caractéristiques ne sont pas juste des chiffres, elles orientent vos choix. Elles ouvrent ou ferment des branches narratives. La progression n'est pas une simple montée en puissance, elle est encadrée, contrainte, coûteuse. Chaque augmentation devient plus chère, chaque compétence demande un engagement. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout optimiser. Il faut choisir et renoncer. Les pistes d'énergie, de santé, de terreur ne sont pas 3 jauges indépendantes. Elles sont liées. La santé limite l'énergie. La terreur menace votre stabilité mentale. L'épuisement ralentit votre efficacité. La folie perturbe vos rencontres. Le système vous pousse constamment à avancer en équilibre instable. Tainted Grail n'est pas un jeu, on accumule les ressources en conséquence. Elles sont plafonnées, elles doivent être partagées. La magie ne s'échange pas, l'expérience est collective. Même la progression est pensée pour encourager la coopération. Les lieux évoluent, ils basculent entre dégagés et weird, ils peuvent être remplacés, ils peuvent être altérés. Les pierres de passage créent des poches de stabilité fragile. Les gardiens patrouillent, les quêtes avancent et le temps passe. C'est peut-être l'un des éléments les plus importants que nous avons vu aujourd'hui. Le temps passe. Il ouvre des opportunités, il enferme d'autres. Il modifie le monde sans que vous puissiez l'arrêter. Vous pouvez agir, mais vous ne contrôlez pas tout. Et c'est là que le jeu révèle son intention. Ce n'est pas une aventure héroïque où tout vous est favorable, c'est une campagne où le monde réagit, où vos décisions s'inscrivent dans la durée, où certaines cartes quittent définitivement la campagne, où certains statuts changent les interactions futures. On comprend aussi que la mise en place et la sauvegarde ne sont pas de simples formalités. Elles font partie intégrante de l'expérience persistante. Tainted Grail assume sa densité. Il demande de l'attention, il demande de la méthode, il demande une table impliquée. Mais en échange, il propose un mode cohérent, structuré, persistant. À ce stade, vous avez désormais toutes les bases nécessaires pour comprendre comment fonctionne le jeu. Tout est en place, mais il manque encore une place essentielle. Parce que Tainted Grail prend toute sa dimension lorsqu'une rencontre commence. Lorsqu'un ennemi apparaît, lorsqu'un défi diplomatique se dresse devant vous, lorsqu'il faut enchaîner les cartes avec précision, calculer les symboles, anticiper les réactions, choisir d'attaquer ou de négocier. Le système de combat et de diplomatie n'est pas une simple résolution de texte. C'est un moteur stratégique complet. C'est là que vos caractéristiques prennent vie, c'est là que vos choix de progression se révèlent pertinents ou insuffisants. C'est là que le risque devient palpable. Dans la troisième partie, nous verrons la structure exacte d'une rencontre, le fonctionnement des cartes combat et diplomatie, les enchaînements, les réactions ennemies, les échecs, les fuites, la pression permanente. Là où la théorie devient pratique,
là où Avalon cesse d'être un décor, il devient un adversaire. Les fondations sont posées, le monde est prêt, il ne reste plus qu'à apprendre à l'affronter. On se retrouve très bientôt pour la dernière partie, et cette fois, ce sera le moment de passer à l'action. Et sur ce, je veux dire bonne partie et bon jeu.